Merci beaucoup, merci de prendre ce dimanche pour venir célébrer la journée de la libération de l'Afrique. Nous, on continue de l'appeler comme ça, puisque c'est son nom original. Mes hommages à tous nos camarades, tous nos aînés qui sont ici. C'est sûr qu'au niveau technique, j'avais suggéré d'entendre les enfants de 3 panafricanistes qui auraient eu 100 ans aujourd'hui. Il s'agissait de Frantz Fanon, de Patrice Lumumba, dont vous avez entendu la fille tout de suite, et de Malcolm X. Et il nous reste quelques séquences à vous montrer. J'espère qu'on va pouvoir les diffuser parce que ces dames-là sont toujours actives, souffrantes et ont eu du mal à pouvoir faire non seulement avec le moral et l'émotion. Surtout dans le cas de Juliana Lumumba, que vous voyez ici en fait dans la petite photo, avec sa mère Pauline, Roland et François. Et ces 2 autres personnages qui sont relativement méconnus pourtant au Sénégal sont mes parents, l'ambassadeur Salman Fall et son épouse Faouzia. Bien avant nous, ces gens-là avaient déjà choisi d'être panafricains. Mon père était naturalisé congolais. Et c'est à l'assassinat de Lumumba que vous voyez ici qu'ils ont exfiltré la famille Lumumba. J'ai tenu à vous montrer la petite séquence où Juliana Lumumba parle aux autorités belges pour la rétrocession de tout ce qui restait de la dent, soit la dent de ses parents, puisqu'ils avaient été découpés et liquéfiés dans l'acide. Et récemment, la tombe de Patrice Lumumba a été de nouveau profanée, ce qui est complètement odieux, et elle était en train de poursuivre le gouvernement actuel pour le manque de surveillance. Cette question des profanations, nous l'avons eue dans le cas de la tombe de Thomas Sankara, lorsque nous avions dans notre collectif exigé l'exhumation de son corps aux fins légistes. Effectivement, à cette période-là aussi, on a eu des bris sur sa tombe et un liquide a été mis, au point que peut-être c'est une des raisons pour lesquelles les traces d'ADN n'ont pas pu être démontrées dans l'examen légiste. Et si vous avez suivi récemment, il y a eu un mausolée qui a été construit dans le Conseil de l'Entente, bien que la famille s'opposait à ce que le corps de Thomas repose dans l'endroit où il a été trucidé. Et nous-mêmes, nous avons posé des conditions d'aller à l'inauguration de ce mausolée, puisque nous avions exigé, le 15 octobre dernier, que la preuve de l'extradition de Blaise Compaoré soit apportée par le régime de Traoré actuellement au pouvoir. Et au moment où nous parlons, nous n'avons toujours pas la preuve de cette extradition. C'est la preuve aussi que la France-Afrique n'en finit plus de mourir et que ces personnes-là sont encore bien protégées dans le dispositif et que cette lutte, il faut la mener jusqu'au bout. Je voudrais prendre cette occasion historique pour expliquer que dans le foisonnement des obédiences panafricanistes, il faut qu'on puisse redynamiser le panafricanisme, mais se rendre compte de l'urgence dans laquelle nous sommes. Et ce renouveau au XXIe siècle, c'est vrai qu'il y a des percées significatives dans le dispositif néocolonial en cours, mais l'élan souverainiste ne peut être le seul horizon. Il faut qu'il recourt à toutes les forces vives des peuples pour arriver à ses fins. On ne peut pas avoir seulement une portion des élites qui font ce travail titanesque. Toutes les forces vives doivent être associées dans ce processus avec une participation démocratique, responsable et principalement des femmes. On peut déplorer que l'Afrique n'ait toujours pas de plan de développement continental et s'égare dans les dédales d'un hypothétique partenariat qualifié de NEPAD ou d'un espace de libre-échange en deçà de ses exigences. C'est pourquoi nous l'encourageons dans le sens de la radicalité et de l'audace en proposant l'alternative du panafricentrage.
Ce renouveau nécessite un redéploiement lucide et la convergence et l'unité de toutes les forces progressistes. Je propose pour commencer, comme prétexte d'unité, de lancer une grande conférence panafricaine sur l'accaparement des terres et des ressources africaines, qu'elles soient minières et halieutiques. Surtout les terres agricoles, à l'instar de l'avocat trinidadien Henry Sylvester Williams qui, en lançant en 1900 cet événement, a consacré et impulsé le panafricanisme. L'œuvre de Du Bois, de Marcus Garvey, de Lamine Senghor, Garan Kouyaté, C.L.R. James, Casely Harford, Alun Diop, Présence africaine et tous ces gens qui vont propulser les congrès et projets panafricains, leur legs, prolongé par les successeurs comme Lumumba, Ben Barka, Fanon, Nkrumah, Cabral, Cheikh Anta Diop, Rodney, Wangari Maathai, Chris Hani, Mandela, Fanon, Lumumba et Malcolm dont on vient de parler, qui auraient été ancêtres et centenaires cette année, ils ont tous plus ou moins en commun d'avoir été fauchés à la fleur de l'âge. Ces ancêtres de l'avenir nous semblent encore être des phares dans l'accumulation contre cette accumulation par dépossession qui semble prendre le pas sur la reproduction élargie. Effectivement, cette accumulation par dépossession, c'est le mode de développement capitaliste qui impose au niveau politique, social, culturel et économique à toute l'humanité défavorisée un rythme insoutenable. Mais ce cortège d'hommes valeureux nous illustre que pour réussir, nous devrions avoir autant et davantage de femmes. Et c'est pourquoi l'égalité avec les femmes est un impératif révolutionnaire incontournable pour un panafricanisme victorieux des peuples. Le panafricanisme gagnerait dans ces circonstances et dans le sillage de nos ancêtres de l'avenir à être infléchi vers deux impératifs que suggère le panafricentrage. D'abord, la reconstitution de nos africanités. Il y a une grande amnésie. Cette africanité nous permettrait un renouveau progressiste pour maîtriser l'accumulation et développer nos forces productives. Tous deux doivent revenir sur la question du progrès, de la modernité et donc du développement et lui déterminer d'autres impératifs homéomorphes. Ce terme est un peu bizarre, mais en fait, il cherche à découvrir d'autres équivalents qui existeraient dans d'autres sociétés, comme les sociétés indiennes ou chinoises ou les sociétés africaines, sur les enjeux que sont par exemple les droits humains, le développement, la vie sociale, la vie économique, la vie politique ou culturelle. L'africanité, comme le renouveau panafricain, pourrait être axée sur l'équilibre de la maths, le savoir-vivre ensemble de Ubuntu et de l'internationalisme panafricain. En d'autres mots, des racines fécondes qui permettent un avenir harmonieux pour l'Afrique et sa diaspora. C'est renouer sans passéisme narcissique avec nos racines communes, les régénérer scientifiquement après les assauts historiques ayant mené à l'amnésie et l'apathie. Le panafricentrage comme reconstitution du panafricanisme révolutionnaire permet non seulement une critique de l'africanisme occidentalocentrique, mais aussi une relecture sans complaisance, objective et historique de l'Afrique et son apport à l'avènement du système monde. Ça, c'est la compréhension que toute l'humanité est afro-descendante, car l'origine de l'humanité est monocentrique. Ça annule toute forme de racisme et d'eugénisme. Et surtout, c'est la question du rétablissement des antériorités des civilisations négro-africaines de l'Antiquité et de la contribution de celles-ci, comme celle des périodes traditionnelles subséquentes à l'édification des systèmes mondes. C'est aussi comprendre mieux et plus profondément comment l'Afrique a servi la périphérie de l'Europe, c'est-à-dire les Amériques, avant de devenir elle-même la périphérie du capitalisme dont elle a contribué grandement à l'édification. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la financiarisation transnationale et plutocratique bouscule les modes de régulation essoufflés et impose ce que j'appelle le supra-impérialisme. Supra, du latin au-dessus, plus haut, désigne les extensions multiformes de l'espace du capital dans lesquelles différents vecteurs oligopolistiques tentent d'infléchir l'économie mondiale. L'expansion démultipliée dans les 3 dernières décennies des actifs financiers, leurs formes hybrides de portefeuille et dérivés et les autres titrisations permettent à la financiarisation de se coupler aux différents secteurs de la vie productive et de la consommation, de les influencer et d'induire des changements structurels au sein de l'économie mondiale, dans laquelle l'Afrique joue un rôle secondaire. J'ai appelé supra-impérialisme la forme particulière que fait prendre le néolibéralisme au segment des oligopoles financiarisés qui se reproduisent dans les 3 dernières décennies. Ces contradictions
les pousse à intensifier le mode de production et de consommation prédateur malgré l'impasse à laquelle ils le vouent. La contradiction la plus aiguë du système se jouera entre les centres, c'est-à-dire la triade États-Unis, Europe, Japon, et les BRICS, qui peuvent autant revigorer le capitalisme qu'hâter les chances de sa restructuration dans une autre direction. Cela à condition, bien sûr, qu'elles optent, notamment toute cette mouvance des pays des BRICS, pour un sursaut ossotransféré et un mode plus polycentrique. Mais pour l'instant, même ces puissances lorgnent vers l'Afrique dans une perspective de prédation et d'utilisation de ses ressources. Les intérêts de classe de leurs dirigeants et ceux de leur peuple seront déterminants à cet égard, et le cas de l'Afrique du Sud à lui seul est un microcosme. L'apparente marginalisation de l'Afrique, si on retient son importance réduite dans le commerce de l'économie mondiale, dissimule en réalité le degré de sa surexploitation conditionnée par les ponctions exigées par les taux de profit du capital. L'Afrique, contribuant tant à la croissance mondiale, demeure pour l'essentiel de ses formations sociales encore enfermée dans l'économie de rente de la vieille division internationale du travail. Elle est donc différemment et désavantageusement intégrée dans l'ordre mondial en vagues historiques successives en quête de profit à court terme ou de mise en réserve de tout ce qui n'est pas immédiatement rentable. Cet ordre rime davantage avec l'Afrique des ressources, désormais bradée par des firmes transnationales et des personnes d'État et des gens d'affaires locaux, peu soucieux de la condition et du devenir des Africains et des Africaines, à quelques exceptions près. La stratégie de contrôle militaire des forces de l'impérialisme sur nos ressources et nos résistances ne s'estompera pas, car ces forces sont actuellement en redéploiement, même là où l'impression de leur déroute est avérée. Ce contrôle passera par la zizanie et l'intention de susciter des conflits de basse intensité pour y affaiblir les puissances rivales. À ce titre, le panafricentrage, c'est aussi l'autocritique de la collaboration et la félonie qui a permis la perpétuation de la servilité et la continuation des formes compradores de pouvoir. La nécessité donc du renouveau, si on l'a bien compris, passe par la lutte contre l'amnésie quasi collective de l'histoire concrète de l'Afrique, de sa diaspora, mais surtout par le sursaut nécessaire tirant les leçons des luttes anti-impérialistes et de décolonisation, des indépendances négociées et des luttes de libération nationale, et surtout de l'échec du panafricanisme institutionnalisé. C'est admettre le caractère toujours inachevé de la libération totale de l'Afrique et de ses diasporas face à la vague de dévastation induite par l'expansion impérialiste. Cet aggiornamento suppose une réorganisation hardie des forces du changement, notamment notre jeunesse, qui, malgré sa capacité d'indignation et de réaction, a vécu plus de 3 décennies de dépolitisation et de désaffection politique. Ce phénomène fut autant entretenu par nos États désengagés de l'économie, fonctionnant sous procuration des institutions de développement, que par la réduction de champ de vision de nombre de nos partis politiques, surtout même de gauche, inclués dans les scénarios de factice démocratie représentative pluraliste, de coalitions artificiellement consensuelles et de sociétés civiles cooptées. Les inégalités sociales augmentent si inexorablement que les réformistes n'entrevoient dans leur intégration à l'économie monde que de resserrer la fiscalité et la réglementation, pendant que les peuples fulminent la révolte réactive ou sombrent dans l'impasse des replis identitaires et religieux. L'ajustement structurel permanent par la dette insupportable et inique et ses conditionnalités pour l'inégale intégration demeurent un bourbier qui nous condamne au mieux à la gestion de l'enlisement. Samir Amin rappelait que les économistes néolibéraux conventionnels prétendent que ceci n'est qu'une dure transition vers un meilleur avenir. Mais comment se pourrait-il la destruction des tissus sociaux, la pauvreté grandissante, la régression de l'éducation et de la santé ne peuvent pas préparer un meilleur avenir, ne peuvent pas aider les producteurs africains à devenir plus compétitifs, tel qu'il est requis d'eux. Bien au contraire, disait-il. Il disait, le plan néocolonial pour l'Afrique est en réalité le pire des modèles d'intégration au système mondial. Il ne peut que produire que davantage de déclin dans la capacité des Africains à relever les défis du monde moderne. Ces défis sont certainement nouveaux dans une certaine mesure, liés aux possibles effets à long terme de la révolution technologique en cours, il parlait de l'informatique, et à travers eux, l'organisation de la main-d'œuvre, sa productivité et de nombreux modèles de division internationale du travail. Ce devrait être dit à ce propos que tous ces défis opèrent dans le monde réel à travers des conflits de stratégie. Pour l'instant,
le segment dominant du capital mondial, les sociétés transnationales, semble dicter ce qui est favorable à la progression des stratégies particulières. Les peuples et gouvernements africains n'ont pas encore développé leur propre contre-stratégie, similaire peut-être à ce qu'essayent les pays de l'Est asiatique pour aller de l'avant. Dans ce cadre, la mondialisation n'offre aucune solution à l'Afrique pour la résolution de ces problèmes. Les investissements privés directs en Afrique sont, comme tout le monde le sait, négligeables et se focalisent sur les minerais et autres ressources naturelles. En d'autres termes, la stratégie des sociétés transnationales n'aide pas l'Afrique à aller au-delà d'un mode de division du travail qui appartient à un passé lointain. L'alternative d'un point de vue africain a besoin de combiner la construction d'économies et de sociétés auto-centrées et la participation au système mondial. Cette loi générale est valable pour l'Afrique aujourd'hui comme elle l'a été le long de l'histoire moderne pour toutes les régions du monde. Je tenais vraiment à rappeler cette séquence de Samir Amin car nous sommes astreints à un impératif de rupture et d'audace et à un immense effort de stratégie et d'unité. Je précise que certains souhaiteraient étiqueter le panafricentrage comme une des doctrines africaines. Je précise que afrocentré ou afrocentricité doivent être préférés à afrocentrisme. L'afrocentrisme comme l'eurocentrisme sont justement des formes de culturalisme et d'autres intégrismes qu'il faut critiquer et dépasser et qui demeurent des impasses car elles restent bloquées dans des invariants historiques. Quand je disais tout à l'heure, le panafricentrage se propose d'être une doctrine puisant dans des racines réactivées. Il s'articule d'une part sur la maths, c'est-à-dire au sens d'équilibre cosmique, terrestre et personnel, de vérité, d'intégrité, de justice sociale, et la redécouverte de nos schémas historiques socio-culturels et politiques de régulation. C'est-à-dire comment fonctionnaient nos sociétés lorsque le prince ne pouvait pas abuser de son pouvoir. Il existait des mécanismes de régulation qui empêchaient les abus du prince qu'il faut revisiter et moderniser de façon démocratique. Ça repose aussi sur l'esprit Ubuntu, qui est bien sûr plus répandu dans l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, basé sur le bien commun, le commensal, le vivre ensemble. Et surtout, il s'articule sur une praxis d'intégrité menant à un progrès autocentré panafricain internationaliste, non sexiste, écologique, pour une contribution à un monde polycentrique et le retour de toutes nos diasporas. Ce processus d'introversion qualitatif permet de s'intégrer sélectivement et de façon non passive, mais proactive dans le système mondial. Sans jeu de mots, c'est un historique matérialisme partant des conditions historiques d'existence matérielle des Africains et Africaines, appréhendant leur processus de transformation et de reproduction afin d'atteindre une praxis révolutionnaire. Bien sûr, il incombe aux masses laborieuses, aux intellectuels organiques de l'Afrique et de la diaspora de forger cette alternative contre les phases prédatrices de la mondialisation qui n'autorisent, on ne le rappelle, que des options comprador et leur chimérique intégration continentale. Il nous faut donc apprendre à endurer et contrer l'oppression en multipliant et en canalisant des milliers de réseaux et de ramifications qui vont dans le sens de cet élan panafricain. Donc, on l'aura compris, ce panafricentrage, c'est le processus de conscience politique et historique d'autonomie collective continentale, favorisant par une rupture sélective avec le capitalisme dominant, la maîtrise de l'accumulation, son équitable redistribution. C'est donc la promotion et la revalorisation de la valeur d'usage et de nos solidarités, un renouveau socio-culturel qui permet à l'Afrique d'apporter sa contribution active à notre ère. De plus en plus, des conditions révolutionnaires sont en train d'émerger. D'abord, du fait de la crise financière mondialisée et du populisme qui se répand. Vous l'avez vu, ces vagues de populisme ont des expressions sous la forme de fascisme dans plusieurs sociétés ou de fascisme mou ou de repli identitaire et religieux. C'est aussi la question de la fermeture des archipels de prospérité aux migrations de nos jeunesses désabusées. À l'exaspération qui touche désormais plus que les classes les plus pauvres se mêle le désespoir qui restreint les champs d'horizon embrumés par l'automne des modèles capitalistes séniles et prédateurs. Et donc l'espoir couvre la jeunesse, les percées de l'aube que laissent entrevoir certaines percées révolutionnaires qu'ils ont timidement amorcées pour l'instant, par-ci et par-là sur le continent, doivent être amplifiées. Ce rééquilibrage exige d'élargir la marge de manœuvre des États africains, d'abord par la réappropriation des ressources et richesses nationales et par une réforme agraire et l'autosuffisance alimentaire. Il nous faut des modes agraires organiques et des technologies appropriées. Il s'agit de la totale maîtrise du contrôle de l'eau,
de l'utilisation écologique de cette eau afin de pouvoir produire et de transformer en amont et en aval d'une agriculture plus organique possible et en fonction d'une autre loi de la valeur, c'est-à-dire régler le problème de l'équilibre rural-urbain, la stratégie de plein emploi, l'équitable prix de production et de transformation. Notre projet a la forme d'autocentrage collectif, c'est-à-dire de permettre l'échange des produits vivriers d'abord entre les zones et des péréquations entre les zones excédentaires et déficitaires. La productivité dans tous les domaines d'activité peut être spectaculaire, tout en y générant le plein emploi dans les étapes de préparation et de transformation de l'agriculture. Une utilisation bio-organique de l'agriculture ne recourt plus à des intrants chimiques et recycle tous les déchets. Il est facilement envisageable du biogaz qui assainit les villages et les villes, tout en fournissant l'énergie et aussi couplé de l'énergie solaire pour combler les besoins énergétiques des communautés. Les métiers qui préparent l'agriculture et ceux qui la transforment fixent des populations qui échappent ainsi à l'exode rural, parce que dotées de meilleurs revenus et d'une meilleure qualité de vie. L'agriculture biologique, biomasse, assolement, percolation, pesticides verts, etc., est faussement décrite comme non productive par les industriels de pesticides et d'engrais chimiques et de la biotechnologie. Une meilleure concentration professionnelle à l'hectare est possible avec ce modèle intensif intégré, préservant l'environnement et une plus grande durabilité des écosystèmes arables. Un modèle de permaculture inséré dans la reconstitution de nos forêts à préserver. Nous devons nous battre à ce niveau contre la biopiratie. Vous savez qu'on a à peu près 3000 plantes dans notre sous-région. Plus de 600 sont déjà brevetées par des grandes multinationales comme Pfizer, Coca-Cola, etc. Alors que nos gouvernements devraient de façon plus hardie défendre ce bien commun contre la biopiratie. Nous prenons donc un développement endurable, l'équilibre dynamique, soit un mouvement auto-entretenu. Cet équilibrage dynamique est au cœur de la construction d'un marché intérieur de biens de consommation de masse axé sur nos produits et des importations sélectivement tournées sur nos besoins essentiels. Nous devons avoir la fierté de consommer africain et de produire africain. Pour cela, la question de l'industrialisation est incontournable. L'industrialisation de l'Afrique, bloquée depuis le plan de Lagos, sera relancée. L'Afrique est la zone la moins industrialisée du monde. Cela n'est pas d'ailleurs négatif, car nous pourrions éviter les catastrophes de l'industrie d'ailleurs et partir sur des bases plus saines et restreindre l'importation de pratiques nocives et dommageables pour l'être et l'environnement. Nous pouvons développer par nous-mêmes les technologies de base, voire les plus avancées, et les mettre au service de notre développement. Revenir sur une stratégie holistique et responsable de l'industrie extractive, choisir des industries inclusives car les travailleurs et travailleuses pourront en bénéficier sans endommager leur santé, afin que l'environnement soit préservé, imposer partout les principes de responsabilité sociale des entreprises et du pollueur-payeur. L'industrie doit choisir un paradigme vert et opter pour une production qui ne se fera pas au détriment de l'écosystème et des gens. Il s'agit de fournir de l'emploi, fournir de l'énergie et de l'eau pour tout et tous, assurer le virage technologique approprié en numérisant aux besoins et en modernisant l'agriculture. Il s'agit donc d'accélérer une accumulation extensive par le transfert d'un excédent de main-d'œuvre rurale et périurbain vers des manufactures et industries de transformation. Elles reproduisent les modèles technologiques appropriés à notre rythme de développement. Il nous faut donc aussi nous réapproprier les technologies adéquates. Ce serait un système axé sur la loi de la valeur nationale populaire, le plus désengagé possible de la loi de la valeur du capitalisme mondialisé et recourant bien sûr à la planification. Ce système sera protégé car concurrent des firmes transnationales et leurs filiales et appendices dans des secteurs de transformation. En appui à la lutte contre le changement climatique et pour conforter l'indépendance énergétique, il convient d'exploiter les ressources renouvelables au fur et à mesure de leur intégration harmonieuse et équilibrée au réseau. Le potentiel solaire sera bien exploité, de même que le potentiel éolien. Une politique hardie de maîtrise de l'énergie et de l'efficacité énergétique sera menée parallèlement à la promotion des énergies renouvelables. Ce panafricentrage, c'est-à-dire ce type de développement, questionne lui-même le développement. C'est-à-dire qu'on part du principe que ce développement qui a été énoncé et conceptualisé par des gens comme Justus Moser autour de 1750 était un processus qu'on considérait mécanique et neutre, alors qu'en réalité le développement est une véritable croyance occidentale
et dans le mode de production capitaliste, il s'agit principalement d'un système qui est conçu pour la production de la demande, pour fournir au marché et en détruisant les relations sociales et l'environnement, comme l'a montré Gilbert Ritz. Et donc, il faut que nous pensions à un autre système que j'appellerais en fait l'équilibre stable et l'équilibre dynamique. Cet équilibre dynamique doit dépasser l'intégration institutionnelle et accélérer le processus de l'État fédéral ou confédéral pour mettre en déroute le capitalisme prédateur et l'occupation militaire étrangère à tous les niveaux, du national au continental. Vous savez, nous avons passé une bonne partie de notre vie à lutter contre la présence de ces bases militaires, qu'elles soient anciennes ou nouvelles. Ça suppose que l'Afrique ait une capacité d'autodéfense. Ces éléments de maîtrise de notre accumulation sont extrêmement compliqués parce qu'ils supposent la question de la centralisation du surplus, notre capacité de battre notre propre monnaie, notre capacité d'adaptation technologique, notre capacité de pouvoir contrôler nous-mêmes nos ressources. Et tout cela est au cœur de cette autodéfense militaire et stratégique qui passe aussi par l'éveil citoyen et l'éveil civique. Bien sûr, plusieurs obstacles demeurent pour l'avènement d'un panafricentrage. Dans les horizons stratégiques imminents, certains vont littéralement conditionner la lutte de l'Afrique et sa diaspora pour en venir à bout, mais nous pourrons avoir quand même l'aide de certains internationalistes du Nord. Donc, pour conclure, la question de l'élargissement de la marge de manœuvre de l'État pour permettre un État supranational est au cœur de notre réflexion. Ça suppose de régler la question de l'autosuffisance alimentaire, la réforme agraire, la modernisation agricole au rythme de chaque société, l'avènement du marché de biens de consommation de masse pour la satisfaction de tous les besoins essentiels, la nationalisation des ressources dans une perspective de participation citoyenne et patriotique, l'industrialisation légère complètement tant l'agriculture, le rééquilibrage revenu ville-campagne, l'intégration régionale et continentale accélérée par complémentarité et péréquation, miser sur des brevets et une technologie appropriée à notre portée et moyens. La question, comme je le disais un peu plus tôt, de la banque centrale, de la monnaie continentale, reprendre et achever le processus de centralisation du surplus, malgré les menaces et les pressions. Je rappelle qu'en 2005, toute l'équipe des experts financiers de la CEDEAO avait pris le vol 210 à 19 heures de Lagos à Abuja, avec 117 personnes qui ont tous disparu dans le crash. La plupart des gens ont oublié ça. Ils étaient au chevet de cette construction, de cette centralisation de la monnaie. L'assassinat de Kadhafi et son projet de monnaie continentale, le dinar adossé à l'or, le sabotage de l'initiative ECO par Macron-Ouattara, la division en cours entre l'AES et la CEDEAO doivent nous montrer toute l'acuité du règlement de la centralisation du surplus sans lequel il ne peut pas y avoir de souveraineté. Nous devons avoir des systèmes démocratiques, un parlement bi- ou tricontinental sur les grands enjeux de développement et de sécurité, une armée continentale, une brigade civile de prévention des conflits, de reconstruction post-conflit, une coopération tricontinentale avec le Sud global contre la spéculation avec les internationalistes du Nord qui partagent notre lutte contre l'impunité, l'enrichissement illicite et l'atteinte aux droits de la personne. Lutter collectivement pour refuser de payer la dette car elle est intenable, décrocher des programmes de plafonnement de la pauvreté et peser pour réformer les institutions internationales et pour une coopération internationale à 0,7%. Je ne le dirai jamais assez, l'émancipation totale des femmes et le changement des mentalités masculines, sans lequel tout ce que je viens d'énoncer de façon transversale ne peut pas se faire. La repolitisation démocratique de notre jeunesse, de nos masses, avec une auto-organisation contre l'impérialisme, les régimes compradors et les comportements antiprogressistes. La participation active des jeunes aux mécanismes de décision sociopolitique. Décrypter les comportements irresponsables, consuméristes et ostentatoires, redécouvrir nos schémas de solidarité, sauvegarder les ressources naturelles et environnementales pour un comportement civique pour les générations à venir, organiser les forces de la diaspora progressiste et les forces vives du continent vers le panafricentrage, organiser le retour volontaire des diasporas des Amériques et d'ailleurs, œuvrer pour un monde humaniste, progressiste, polycentrique et la préservation des biens communs par un développement responsable et populaire. C'est pour ça que ces leaders ont lutté
C'est pour ça que cette journée est la journée de la libération de l'Afrique et cette libération doit être totale. Je vous remercie.